Raffaello Santi, plus connu sous le nom de Raphaël, est né en 1483 à Urbain. Ses parents sont Giovanni Santi, un peintre et écrivain italien, principalement à Urbain, et Magia Chiarla. Dans la maison de Giovanni Santi, appelée aujourd'hui la Casa di Raffaello, nous pouvons même voir à l'intérieur une petite fresque qui est le portrait de Raphaël et de sa mère. Pour commencer, Raphaël a vécu ses 16 premières années à Urbain et ces 16 premières années l'ont beaucoup influencé dans son art, car il a pu observer dans le palais de Lorana des peintures comme celle de Melozzo da Forzi et aussi de Justus de Gand. Il a aussi rencontré le peintre Luca Signorelli à Signorito et a appris des leçons de Timoteo della Vite. Et sans oublier son père qui lui a appris à dessiner. Le 7 octobre 1491, la mère de Raphaël mourut. Alors son père se remaria le 25 mai avec la fille d'un orfèvre, Bernardine Parti. Puis quand son père mourut 3 ans après, le 1er août en 1994, Raphaël eut comme tuteur le frère de Giovanni, Bartolomeo, un prêtre. Mais Raphaël a aussi été élevé par Simone di Battista Chiarla, le frère de sa mère, en qui Raphaël a toujours gardé un grand attachement. Après cela, Raphaël est allé faire son apprentissage à Pérouse avec Pérugin, un peintre italien, là où il a appris l'assouplissement des formes, le fondu des couleurs et l'amplification du paysage. Et le 10 décembre en 1500, il devient magister, ce qui veut dire chef d'atelier. En automne 1504, Raphaël va faire un séjour à Florence et ce séjour va le faire extrêmement avancer en art, car il va s'inspirer des peintres italiens comme Fra Bartolomeo, qui se démarquaient avec l'ampleur et la clarté de ses œuvres, Léonard de Vinci, qui est la figure du peintre visionnaire et du génie universel, et aussi de Michel-Ange ou Michelangelo, qui a surtout inspiré Raphaël dans la peinture nue. Encore en 1504, Raphaël va réaliser son premier chef-d'œuvre qui est le mariage de la Vierge. Elle est une commande de la famille Albizini pour la chapelle San Giuseppe à l'église San Francesco à Città di Castello. Pour créer cette œuvre, Raphaël s'inspira des créations de Pérugin comme la remise des clés à Saint-Pierre faite en 1492, qui était une fresque pour la chapelle Sixtine, et en particulier de le mariage de la Vierge fait en 1503. Le sujet de l'œuvre est lié à l'événement de la Vierge Marie, la future mère de Jésus, qui épouse Joseph. Le bâton avec une fleur que Joseph tient est une allusion à des textes apocryphes, qui racontent les récits évangéliques du protégé de Jacques et l'histoire de Joseph le Charpentier, qui raconte l'histoire que plusieurs hommes souhaitaient épouser Marie, mais celui dont le bâton fleurirait serait celui choisi par Dieu. C'est pour ça que le bâton de Joseph a une fleur au bout, et qu'il y a un homme à droite qui brise son bâton qui n'a pas fleuri contre son genou, car il n'a pas été content de ne pas avoir été choisi. Puis à 25 ans, en 1508, Raphaël s'est fait engager par le pape Jules II à Rome. Et avant de l'engager, le pape avait déjà congédié 4 peintres de renom comme Sodoma et Lorenzo Lotto, car il n'aimait pas ce qu'ils avaient fait. Puis c'est l'oncle de Raphaël, Brama, un peintre jusqu'à l'âge de 35 ans et le premier maître de la Renaissance classique, qui a recommandé Raphaël au pape Jules II. L'œuvre que j'ai choisie est l'Église d'Athènes. Elle est une commande du pape Jules II et est un projet inspiré par Bramante qui a servi à la rénovation de la basilique de Saint-Pierre. L'œuvre a été faite sur une fresque et a une dimension de 4,40 mètres sur 7,70 mètres. Raphaël a commencé à faire cette œuvre en 1509 et l'a finie en 1510, donc ça lui a pris 1 an. Elle est une inspiration des grands philosophes de l'Antiquité. Comme nous pouvons voir au centre du tableau qu'il y a Platon, un philosophe grec très reconnu pour avoir fait des œuvres philosophiques sous forme de dialogue, qui tient son doigt vers le ciel en tenant son livre Le Timée dans sa main. À côté de Platon se trouve Aristote, qui tient l'Éthique, qui a une réflexion sur les valeurs qui créent ou dirigent nos actions, et qui pointe sa main vers le bas. La raison pourquoi Platon pointe vers le haut et Aristote pointe vers le bas représente un débat philosophique sur la question où se trouve la vérité et le réel. Platon pointe le ciel, le lieu des idées, et Aristote montre le bas, le monde où nous découvrons les expériences sensibles et où les formes ne se séparent pas des choses. En bas de Platon et Aristote se trouve Diogène le Cynique, un philosophe grec de l'Antiquité qui était un clochard, ce qui veut dire qu'il vivait dans la rue, et qui était irreligieux, ce qui veut dire qu'il n'était pas religieux. Vers la gauche de Platon et Aristote se trouve Socrate, qui était le maître de Platon et Xénophone et qui était considéré comme le père de la philosophie, qui est en train d'enseigner un groupe d'Athéniens.
et dans le groupe d'Athéniens se trouve Xénophon, un élève de Socrate et l'auteur d'une biographie sur Socrate. Puis à sa gauche se trouve Alcibiada, un politicien grec et un général. Ensuite, nous pouvons voir complètement à gauche de l'œuvre Zénon de Citium, qui est le fondateur de l'école stoïcienne, l'une des plus grandes écoles philosophiques. À la droite de Zénon de Citium se trouve Épicure, un philosophe grec qui a été enseigné par Xénocrate. Sa philosophie avait comme but de conduire tous les humains vers le bonheur. Vers la droite d'Épicure se trouve Averroès, un humaniste arabe qui s'est basé et inspiré seulement de la philosophie d'Aristote. Et vers la droite d'Averroès se trouve Pythagore, qui est en train d'écrire ce théorème, qui est le mathématicien qui a créé le théorème de Pythagore. Vers la droite de Pythagore se trouve Parménide, un philosophe grec de l'école éléatique, qui est une école philosophique portée sur l'unité de l'être. Et à sa droite se trouve Érasclite, un philosophe grec qui a publié un livre philosophique en opposition à la foi et à l'opinion des théories des autres philosophes. En bas à droite de l'œuvre, nous pouvons voir Euclide qui est en train d'enseigner à ses élèves. Il est considéré comme le plus grand enseignant de mathématiques de toute l'histoire et a écrit un livre qui a été tellement important qu'il est le deuxième texte après la Bible à avoir eu le plus d'éditions dans toute l'histoire. À la droite d'Euclide se trouve Zoroastre, un Italien qui enseigne le dualisme, et Ptolémée, un astronome grec qui plaçait la Terre au milieu de l'univers fixe, qui tiennent les sphères terrestres et célestes. Et à leur droite se trouve Sodoma, qui est un peintre italien qui a travaillé avec Raphaël à la voûte de la Stanza della Segnatura en 1508. Et pour finir, complètement à la droite de l'œuvre, derrière Sodoma, se trouve Raphaël, qui s'est lui-même placé dans son œuvre. La première technique que j'ai mise dans ma photo est la perspective. Elle est une technique révolutionnaire qui permet de donner l'illusion optique de l'espace et du volume tel qu'on le voit en le regardant dans la vraie vie. À la Renaissance, les artistes vont utiliser une perspective linéaire, ce qui veut dire que toutes les lignes vont partir d'un point précis. J'ai décidé de mettre un filtre sur ma photo qui représente la peinture à l'huile. La peinture à l'huile a créé un grand changement à la Renaissance car elle va permettre de faciliter l'application de la peinture, de jouer avec la transparence et va permettre de donner des couleurs beaucoup plus belles que ceux du Moyen Âge où les couleurs étaient fades et la peinture compliquée à appliquer. À la Renaissance, les humanistes vont trouver des textes de l'Antiquité gréco-romaine, ce qui va être la source des questionnements, des expérimentations et des critiques de l'époque. C'est pour cela que beaucoup d'œuvres de la Renaissance ont un rapport avec l'Antiquité, incluant la mienne, qui représente les philosophes de l'Antiquité. C'est donc pour cela que dans ma photo, je tiens un livre qui parle de l'Antiquité gréco-romaine. À la Renaissance, ils vont trouver des textes de l'Antiquité qu'ils vont observer et tester, ce qui va faire avancer des domaines comme l'algèbre et la géométrie. Cela va aussi aider à faire avancer les sciences, comme dans l'astronomie où nous allons utiliser les calculs mathématiques pour mieux comprendre comment l'univers qui nous entoure fonctionne. Et j'ai choisi de prendre ce thème car dans mon œuvre, on peut trouver des mathématiciens comme Pythagore et Euclide et des astronomes comme Ptolémée. C'est pour ça que dans ma photo, on peut voir une planète, des équerres et un compas. Réveillez-vous car